Nganou, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Alors, le président Paul Biya a prêté serment le 6 novembre dernier pour la 8e fois, après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 53% des voix. Alors, est-ce que vous avez voté? Non, malheureusement pas. Pourtant, j'ai eu ma carte électorale, mais c'est arrivé très tard. Oui. Ma carte électorale est arrivée très tard et je n'étais pas au Cameroun et mon bureau de vote était abattu. Oui, donc vous aviez bel et bien votre carte d'électeur. Malheureusement, Oui, vous n'avez pas voté carte, parce que vous n'étiez pas au Cameroun. Oui, alors, si vous aviez voté, pour qui auriez-vous voté? Est-ce que vous auriez voté pour le président Paul Biya? Au vu des événements de l'État du Cameroun actuel, surtout en 2025, non. Je ne pense pas. C'est pas... Non. Vous n'auriez pas voté pour le président Paul Biya? Non. Pourquoi? Je pense que aujourd'hui, après 43 ans, il a quand même donné ce qu'il a pu donner. Mais la raison majeure, ce serait que s'il avait été mon père ou mon grand-père, moi-même, je ne l'aurais pas conseillé. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'à un certain moment, voilà, la nature prend le dessus. Oui. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez été un proche du président Paul Biya, vous lui auriez clairement dit de ne pas se présenter. Et si c'était entêté à se présenter, vous n'auriez pas voté pour lui. Ouais. Disons que si c'était mon père, je lui aurais dit non, laisse tomber. Oui. Alors, votre opinion tranche quand même d'avec celle d'un certain nombre de sportifs camerounais qui sont d'ailleurs vos amis. Rigobert Song, il a battu campagne pour Paul Biya, tenu par la main par Grégoire Ouona. Quelqu'un de plus illustre encore, qui est très proche de vous, Samuel Eto'o, est très cohérent, très constant. Depuis 2018, il dit que Paul Biya, c'est son candidat. Alors, comment ça se fait que vous soyez différent? Il n'a pas réussi à vous convaincre de faire comme lui. Comment réagissez-vous d'abord au fait que quelqu'un comme Samuel Eto'o soutienne Paul Biya pour qui il aurait voté s'il a voté? Non, on est dans une démocratie. Je n'ai pas à réagir par rapport aux convictions de Samuel Eto'o ou de Rigobert Song ou de qui que ce soit. Je pense que c'est l'essence même de la démocratie. Le choix, le libre arbitre. Chacun choisit, chacun a son opinion, à tort ou à raison, mais c'est un droit constitutionnel. Donc, il n'a pas à s'expliquer à qui que ce soit. Voilà. Je pense que chacun voit les choses de son angle. Ouais. Alors, on est bien d'accord, c'est leur avis, mais c'est aussi l'avis et le droit des Camerounais d'être un peu surpris par ce choix-là. C'est-à-dire que... Néanmoins, ça n'empêche pas que ce soit les choix. Oui. Voilà, c'est le choix, c'est comme ça. Et ils ont le droit. Oui. Voilà, je ne conteste pas les choix. Je pense que nous tous, tout autant que nous sommes 30 millions, on peut avoir des opinions diverses. Mais vivre en fait, c'est ça la démocratie, en fait. C'est pas forcément être unanime sur l'opinion, parce que ça reste encore des opinions, des convictions en fonction des points de vue. Oui. Et quand vous êtes ensemble, quand vous discutez, est-ce qu'il vous arrive parfois de discuter des questions politiques? Et quels sont les arguments qu'ils mettent sur la balance pour justifier leur position? Est-ce que ça vous arrive de discuter? On est plus sportif, on est moins politique. Oui. Donc, les discussions politiques, ce ne sont pas des discussions que j'ai régulièrement. Voilà. Oui. Après des ambitions, des rêves pour le pays, oui, on en parle, mais sans toutefois aborder des questions politiques. Moi, bon, je pense, j'ai déjà dit une fois que je ne faisais pas la politique, même si je crois m'être trompé à l'époque, parce que on fait la politique ou la politique nous fait. Ouais, d'une façon ou d'une autre. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas mon quotidien. Ouais. C'est pas mon quotidien. Ouais. Alors, ça ne m'intéresse pas. Déjà, si ça n'avait pas été les élections, je n'aurais pas été au courant de beaucoup de choses. Parce que je ne m'intéresse pas au quotidien. Oui. Du milieu politique. Alors, quand on dit que la crise qui a suivi l'élection du président Paul Biya a entraîné déjà au moins 30 morts,
de nombreux blessés, plein de dégâts matériels, plusieurs centaines de Camerounais qui aujourd'hui croupissent dans les prisons, interpellés pendant cette crise post-électorale-là. Comment réagissez-vous à tout cela? Je trouve que c'est quand même dommage qu'on arrive à ce niveau aujourd'hui. Ces dernières semaines, oui. C'était quand même triste de voir le regard du monde entier sur nous. Ce qu'on projetait à l'extérieur, et limite ça faisait un peu honte. Oui. Et d'un autre côté, il y a la crise post-électorale, les manifestations, il y a eu les décès. Et ce que moi, j'ai beaucoup déploré, même si j'ai pas pu, en temps normal fait ce que je voulais faire, ce qui était d'adresser mes condoléances aux familles des défunts, parce que bon, c'est triste quand même d'en arriver là, d'être les dommages collatéraux pour un changement. Mais on est à un point où le peuple est juste fatigué de crier, de ne pas se faire entendre. On a l'impression de crier au sourd d'oreille. Donc voilà, et c'était ça qui s'est manifesté après les élections. C'était un peuple qui disait, nous, on n'en peut plus, écoutez-nous. Voilà. Et le fait qu'on soit arrivé à déplorer des morts, c'était quand même triste. Et où il y a eu, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai vu quelques vidéos circuler sur les réseaux sociaux, les balles réelles qui ont été tirées, et c'est là où tu t'es dit, OK, où est-ce qu'on va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment on gère? Parce qu'on a vu tant de manifestations. Les manifestations, on les voit un peu partout. Et ce qui m'a encore écœuré le plus, c'est que le lendemain, on ne parlait même pas de la manifestation. Effectivement, il y a eu quelques délinquants qui se sont jetés dans le tas et qui ont profité pour opérer. Pour piller, oui. Voilà, pour piller. Et le lendemain, on ne parlait que de casse. Tellement qu'il n'y avait même pas eu manifestation. Tellement qu'il n'y avait pas eu un peuple qui disait « on est fatigué ». Et je me dis, comment est-ce qu'on peut balayer du revers de la main une situation comme ça? Parce que la moindre des choses, et en politique, ce que les politiciens ils font, parce qu'on sait tous que les politiciens, ce sont des bons menteurs, mais ils mentent bien. Ils promettent au moins, ils disent « ah oui, on a compris, on va gérer ». Et je pense que c'est ce qui a manqué le plus en ce moment. C'est-à-dire que vous trouvez que les revendications qui étaient celles d'un certain nombre de citoyens camerounais sont tout à fait légitimes, c'est ça? Oui, ce sont des revendications qu'en tant que Camerounais, nous sommes tous concernés. Revendiquer une meilleure condition de vie à son gouvernement, à ses autorités, c'est pas trop demandé quand même. Hein? Et sachant à quel point ce peuple il souffre. Oui. Tu vois. Et dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, le peuple, enfin ceux qui manifestaient, c'était contre ce qu'ils ont considéré comme la fraude électorale. Là aussi, c'est un droit. Dites-vous. Là aussi, c'est un droit. Après, je pense que ça aurait été une opportunité au gouvernement de prendre cette opportunité et de dire, OK, voici les éléments. J'ai entendu parler des procès-verbaux. Effectivement, on a vu quelques-uns sur les réseaux sociaux, mais pas assez pour juger. Je n'ai pas vu 31 500 procès-verbaux sur les réseaux sociaux. Donc, n'étant pas en capacité, moi, de trancher, de savoir ce qui s'est réellement passé, parce que j'ai aucun élément à disposition, ça aurait été de la responsabilité de l'administration de dire, OK, si vous contestez, présentez vos arguments. Je pense que c'est ça aussi la démocratie. Alors, vous avez eu honte de l'image que le Cameroun a renvoyée au monde entier ces derniers temps. Dites-vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement fait honte de l'image que le Cameroun a renvoyée ces derniers temps au monde entier? Je pense qu'on a fait savoir au monde entier comment on est divisé, comment entre nous on n'est pas unis. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut
on peut tout adresser, on peut accuser le gouvernement de tout, mais il est quand même important que nous, Camerounais, qu'on se dise les vérités à un moment donné et qu'on prenne nos responsabilités en main. Oui. On va voir certains gens, je ne sais pas si c'est le déni ou c'est quoi, mais qui vont nous dire tout va bien et qui sont peut-être contre ceux qui disent que ça ne va pas. Oui. Et il m'est arrivé quelquefois peut-être d'être quelque part et il y a quelqu'un qui va arriver, peut-être regrouper quelques jeunes pour leur parler et il va leur dire non, tout va bien, comme ça, le Cameroun. Je me dis, mais lui là, comment il a fait pour arriver ici au fait? Et je vais faire un tour autour de sa voiture pour voir si sa voiture a les ailes qui se déploient. Parce que si c'est pas, c'est sûr qu'il n'a pas pris la même route que moi, sinon il n'aurait pas tenu ce discours-là. Tu vois. C'est-à-dire les mauvaises routes, quoi. Voilà, les mauvaises routes, les mauvaises conditions de vie. Aujourd'hui, on est dans une situation que dès que tu t'en sors un peu, et même ceux-là, pour ceux qui ont la possibilité, qui ont un peu des moyens, tu ne peux pas construire aujourd'hui au Cameroun sans avoir un forage chez toi, sans avoir le groupe électrogène. Pour pallier les problèmes d'électricité, les problèmes d'accès à l'eau potable. Quand tu vas acheter une voiture, pour ceux qui peuvent acheter la voiture, tu te demandes si ça a le 4x4, si ça tient, si ça a des bons amortisseurs, parce que Dieu seul sait ce qui peut arriver, tu vois. Et tu peux pas. Ils n'inscrivent pas les enfants dans des écoles au Cameroun. C'est à l'extérieur. Et ils vont prendre des assurances santé. Et dans ces assurances santé, ils vont tous prévoir l'évacuation sanitaire. C'est beau. Je ne dis pas non, je n'ai rien contre ça. Tu vois, aujourd'hui, si je peux, je fais la même chose. Parce que je n'ai pas le choix. Oui. Mais après, il ne faut pas dire que le pays va bien. Oui, après, il ne faut pas dire que le pays va bien. Si ces problèmes étaient... Parce que combien de personnes au Cameroun aujourd'hui ont la possibilité d'avoir tout ça? Voilà, le pays ne va pas bien à cause d'un certain 1%. Oui, aujourd'hui, grâce à Dieu, avec un peu d'effort et de chance, je me hisse un peu, peut-être pas dans les 1%, même dans les 20%. On va vous êtes bien modeste, mais bon, je m'en sors, je ne me plains pas. Mais la réalité, c'est que le pays ne va pas. Il m'arrive parfois de voyager, peut-être quittant de Yaoundé pour aller à l'ouest. Et en arrivant à l'ouest, tu vois, assis dans ma voiture, climatisée, tu vois, je profite, je me dis, ah, ça va, la vie, elle est belle. Et il suffit peut-être parfois de s'arrêter à un péage et tu regardes à travers ta vitre fumée où on ne te voit même pas de l'extérieur. Quand tu regardes le monde extérieur, c'est triste quand même. Tu vas voir peut-être il y a 3 générations qui sont là. La grand-mère, la mère, la fille. Et quand tu réfléchis un peu, tu te dis, la maman, la grand-mère peut-être quand ça n'allait pas, elle a dû se dire, ok, je me bats pour l'avenir de ma fille. Peut-être que on va faire mieux. Autour de sa fille, ça n'a pas donné aussi. Ensemble, la grand-mère et la mère se sont battues aussi pour la fille, qui a fini par les rejoindre au carrefour pour vendre ce soir je ne sais pas, le bitacola, le fruit noir, les arachides, l'eau glacée. Pour essayer de s'en sortir, c'est triste, tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire? Rien, mais c'est triste quand même. Tu vois, ça arrache, avoir ça autour de toi, ça arrache quand même ta joie. Tu vois. Et sans toutefois oublier le fait que ça aussi, c'est ma famille. Hein. On parle... parce que je vois certains, ils disent, ah ouais, tu t'en sors. Peut-être que j'ai la tête hors de l'eau, mais il faut voir le poids qui est attaché sur moi, qui me tire vers le bas. Et ça, c'est ma famille. Alors, on reviendra sur ces questions-là. Finissons avec l'élection présidentielle. C'est quand même l'actualité brûlante aujourd'hui. Et lors de son discours qui a suivi sa prestation de serment, le président Paul Biya a semblé tourner la page de l'élection présidentielle de 2025 et il a dit, je le cite, il a salué l'attachement de l'immense majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est en paix en ce moment? Non. On ne peut pas dire que le Cameroun
est en paix quand même, au vu des situations. D'ailleurs, les arrestations massives qui sont au Cameroun, j'ai été contacté l'autre jour par des gens dans mon village de Batié, qui criaient, qui me disaient « Oh, on a attrapé les tels. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à la maison. » Parce qu'ils sont restés à la maison. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont répondu au mot d'ordre de ville morte. C'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que le Cameroun était un pays particulier. Il y avait 4 jours plus tôt, on disait aux gens, restez chez vous. Et 4 jours après, on arrêtait les gens parce qu'ils sont restés chez eux. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce que j'ai pas bien compris? En restant chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, on les a attrapés. Et ils sont où? Tribunal militaire. Tribunal militaire? Oui, tribunal militaire. Et tu te rends compte que des situations comme ça, il y en a un peu partout dans le pays. J'ai vu dans les réseaux sociaux des listes des gens attrapés, qui ont disparu. Il y a même des leaders politiques. Il y avait... Anissé Kané. Il y a Anissé Kané, Oyono. Le professeur Abba Oyono. Et Parfait Mvoum. Djokam Tchameni également. Oui, Djokam Tchameni. Oui. Avant lui, il y a eu les Alain Fogué, Bibou Nissak et plein d'autres prisonniers de la crise anglophone. Oui, ça, malheureusement, je ne suis pas à jour dans le contexte politique, mais ça, c'était l'actualité. Oui, c'est plus récent. De l'heure. Voilà. Et tu vois ça et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a aussi juste pour ajouter à ça un autre aspect, un axe dont on ne parle pas beaucoup, c'est les, comment on dit, les exilés politiques. Oui. On ne peut pas être dans un pays où presque tous nos intellectuels, une partie de notre diaspora ne peuvent pas rentrer au pays. Il faut qu'on regarde la vérité en face. On est mal barré là, on est en train de se sombrer, on a touché le fond. Alors, s'il vous était donné d'oser un conseil au nouveau président déclaré, élu par le Conseil constitutionnel, quel conseil oseriez-vous donner au président de la République aujourd'hui pour sortir de cette crise-là? Je n'oserais pas lui donner de conseils parce que ça, c'est plus politique. Je pense que ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est plus politique que réel. Tu vois, la politique n'est pas... La politique est juste est un moyen pour... il a déjà prêté serment. Voilà, c'est déjà son objectif. Mais disons que je me méfie beaucoup des hommes politiques et de leurs convictions. Donc, déjà, même pour en arriver au point de les conseiller, je préfère rester à l'écart, me laver les mains. Et ça, que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre. Je reste à l'écart. Alors, justement, en introduisant cette émission, j'évoquais votre silence. Ce n'est pas tous les jours et merci déjà d'avoir accepté cet entretien exclusif. Ce n'est pas tous les jours que vous vous exprimez sur la situation politique, sociale. On a parlé de la crise anglophone, on a parlé de la crise post-électorale de 2018 et en ce moment aussi, rarement vous exprimez sur la situation du Cameroun. Et dernièrement, il y a le youtubeur américain Jake Paul. Vous avez eu une petite passe d'âme avec lui et en gros, il vous reproche justement ça, de ne pas vous intéresser à la situation politique dans votre pays, alors que votre notoriété aurait pu permettre de mettre cela en lumière. Alors, est-ce que c'est un reproche que vous entendez? Et le reproche de Jake Paul qui vient en écho de celui d'un certain nombre de Camerounais? Bon, là, il y a 2 questions. Je vais commencer déjà par les raisons dont je reste en retrait ou que parfois... Déjà, bon, il est vrai que dans certains cas, j'aurais pu peut-être intervenir, mais je ne pense pas que mon intervention est aussi importante que ça. Et parce que très souvent... Est-ce que vous vous sous-estimez? Non, c'est pas me sous-estimer, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il n'a pas parlé. Et je me dis, mais je parle et ça change quoi? Et je me dis, soit vous ne comprenez pas l'ampleur du problème, soit vous m'avez pris pour un super-héros que je ne suis visiblement pas,
parce que je n'ai pas les ailes de Superman et je n'ai pas cette puissance, je n'ai pas ce pouvoir. Je ne suis rien au Cameroun. Je suis un gars qui est sorti se débrouiller comme ça pour nourrir sa famille. Je ne suis rien. Je n'ai aucun pouvoir dans l'administration. Oui, mais vous avez une certaine notoriété, on est bien d'accord. Qui a quel pouvoir de décision? Si Francis Ngannou se prononce sur ce qui se passe au Cameroun, l'écho mondial est assez retentissant. Bon, disons que parfois, sur ce sujet, oui, ça a deux revers. Oui. Ça peut sensibiliser comme ça peut être négatif. Oui. Tu vois. D'ailleurs, même, la raison pour laquelle j'ai préféré, je suis resté à l'écart de tout ce qui était international et j'ai préféré faire cette interview avec toi. Et d'ailleurs, c'était un plaisir parce que je pense qu'il y a d'abord certaines réalités qu'il faut qu'on se dise nous-mêmes. Oui. Comme on dit toujours, le linge sale se lave à la maison. Oui. Il y a des trucs que moi, Francis Ngannou, je ne peux pas me mettre à l'international et dire comme ça, comme si, voilà, parce que ça ne nous fait pas honneur, tu vois, le fait qu'on soit arrivé là. Et pourtant, si je suis à la maison, on adresse ce problème, je peux pas aller. Voilà. Donc, il y a cette nuance entre ce que je peux dire à l'international, ce que je peux porter à l'international ou à un média international et ce que je peux dire à un média local. Tu vois, je vais parler de notre situation, le pays qui va pas, mais à l'international, très souvent, tu vas dire non, on a un beau pays, il faut visiter un jour. Tu vois, c'est un peu ce paradoxe-là. Non, mais alors, j'entends bien, mais j'ai l'impression que vous sous-estimez un peu la force qui peut être celle des sportifs qui sont célèbres. Et l'histoire est assez généreuse de sportifs qui ont pris des positions politiques à un certain moment, quitte à être... Position politique. Oui. Position politique. Oui, voilà. Même sur des questions de société, on peut en citer. Quelqu'un que vous connaissez très bien, Mohamed Ali, en 1967, il refuse d'aller combattre au Vietnam parce qu'il voulait dénoncer la situation des Noirs aux États-Unis. En 68, on a Tommy Smith et John Carlos, deux athlètes sur le podium du 200 mètres qu'ils ont remporté. Ils lèvent leur poing ganté de noir pour dénoncer la situation politique ou alors la situation des Noirs aux États-Unis. Plus récemment, on a Kylian Mbappé en France, Thuram, qui prennent régulièrement position contre l'extrême droite. On a vu Didier Drogba en 2000, je crois que c'était en 2003 ou 2004, se mettre à genoux pour la paix dans son pays. Donc, vous avez une responsabilité historique, sociale et même morale quand même, non? Oui, je dirais plutôt j'ai une responsabilité citoyenne. Oui. Voilà. Là, je parle plutôt en tant que citoyen camerounais et non comme prise de position politique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ce qui n'est pas mon cas. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Certains préfèrent naviguer du sport à la politique, je ne sais pas. C'est leurs ambitions. Ce qui n'est pas mon cas. Tu vois, je suis bien dans mon carré. Oui, je pense qu'en tant que citoyenne, effectivement, et prendre position aussi ne veut pas forcément dire déclarer, faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense que, après, je ne l'ai peut-être pas exprimé ou manifesté, mais je suis quand même très patriote. J'aime le Cameroun et je rêve d'un Cameroun meilleur, comme tous les autres, tu vois. Tous les problèmes dont on se plaint aujourd'hui me touchent de façon, même ce qui ne me touche pas de façon directe, me touche de façon indirecte parce que, comme je le disais tout à l'heure, toute ma famille vit dans ça. Il y a encore des gens dans ma famille qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Tu vois, il y a encore des gens dans parfois, je rencontre des gens dans la famille. Bon, on est en Afrique, on a une famille très grande. Il y a des familles qu'on ne connaît même pas ou qu'on ne peut même pas expliquer comment on est liés. Mais parfois, je rencontre des gens et je vois c'est encore quoi le problème qu'ils ont aujourd'hui. Et ça me ramène très vite à la réalité. Même si pour un laps de temps, j'ai dû oublier cette réalité, ça me ramène très vite. Et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je ne me suis pas assez battu? Mais tu es le seul. Tu es le seul. Tu représentes l'espoir de
de toute une famille qui est une centaine, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ça aurait été mieux que ça se développe et que chacun s'en sorte et ça, ça diminue le poids sur tes épaules, ça t'empêche encore de voler plus haut, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un canoë de sauvetage. Je ne peux pas mettre tout le monde dans ce canoë de sauvetage. Sinon, on va tous couler. Oui. Donc, la meilleure solution, ce serait qu'on repart le navire et tout le monde va être sauvé. Est-ce que vous avez peur, Francis Ngannou? Peur de? De prendre souvent des positions. Je me méfie. Alors, je me méfie et je fais attention. Je prends du recul. Je prends souvent du recul dans certaines choses parce qu'on est quand même dans un monde où tout n'est pas toujours transparent. Je prends beaucoup du recul. J'aime observer. Est-ce que j'ai peur? Disons plutôt que je suis réfléchi. Alors, je vous pose cette question parce que, en général, on vous connaît, ou alors ce qu'on croit savoir de vous, c'est que vous êtes construit tout seul. Oui. Vous êtes parti de Batié, vous avez fait vos premiers pas, vous avez galéré, pardon d'être un peu vulgaire. Et je galère toujours. Ça ne se voit pas. Hein? Donc, vous avez commencé chez vous à Batié. Ensuite, vous avez traversé le désert dans des difficultés inouïes pour vous retrouver un peu au sommet aujourd'hui. Donc, on peut dire que vous êtes construit tout seul. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être on vous tient quelque part au Cameroun. Est-ce qu'un ministre a déjà recruté votre petit frère à l'ENAM ou bien dans la police, à la gendarmerie, ainsi de suite? Et avec ça, il vous tient. Hein? On ne sait jamais. Peut-être qu'on vous tient quelque part et nous, on n'est pas au courant. Ou bien on vous a fait une faveur. Non, je ne pense pas que si on a recruté quelqu'un dans ma famille, ce serait me tenir. Mais ce n'est pas le cas. Donc, juste pour clarifier la chose, il n'y a pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de commissaire de police dans ma famille. Je dis niveau commissaire de police, il n'y a pas. Alors, va même pas chercher dans le gouvernement. Il n'y a personne dans ma famille qui travaille dans le gouvernement ou dans l'administration. Voilà, c'est comme ça. J'ai jamais, comme je dis, il n'y a personne dans ma famille qui occupe un poste. S'il y a quelqu'un dans ma famille qui occupe un poste, grâce à moi, c'est parce que j'ai monté une petite structure là. J'ai dit, OK, mets-toi ici. Mais non, je n'ai pas dit, toi, pardon, j'ai mon frère, pardon, mets-lui là-bas, j'ai telle personne. Pourtant, c'est le cas. On vient me dire, ouais, mais on t'a vu en photo avec tel. J'ai dit, oui, vous m'avez vu en photo. C'est la photo, c'est bon. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne connaissez pas la nature de notre relation. Et ce que tu demandes, tu ne connais pas les conséquences de ça. Donc, du coup, moi, je préfère rester à l'écart. Je me bats. Ce que je peux faire pour aider, je le fais. Ce que je ne peux pas, je reste à l'écart. Alors, est-ce que vous ressentez aujourd'hui qu'il y a, c'est-à-dire que le rapport que vous avez avec les Camerounais a changé? Oui. Au fait, et c'est triste, mais j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai le sentiment d'être rejeté par les Camerounais. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et il y a eu certains événements et le plus récent, par exemple, c'est l'accident que j'ai eu au mois d'avril. Oui, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Oui. Et j'ai eu un accident et ce qu'il en est ressorti de ça, c'est que, bon, j'ai fait l'accident parce que j'ai pris la photo avec elle, j'ai fait l'accident parce que... Mais il n'y a personne qui, jusqu'aujourd'hui, sait ce qui s'est passé. Alors on va revenir sur, précisément sur la question de cet événement tragique, mais revenons sur la question de votre rapport au Camerounais. Là, c'est pour... Vous avez ressenti... C'est en liaison avec ma relation avec les Camerounais. Oui. Et moi, je me dis, mais comment est-ce que je me défends dans cette situation? Si ceux qui sont, en fait, les miens sont ceux qui me jettent dans la gueule du loup, je fais quoi? Je me sens isolé. Je me retrouve dans une situation au Cameroun aujourd'hui qui est un peu sensible. Je suis... pour ceux-ci, j'appartiens à ceux-là. Pour ceux-là, j'appartiens à ceux-ci. Alors, vous dites quand même quelque chose de fort. Vous dites que vous avez le sentiment d'être rejeté par les vôtres. Oui, parce que on va m'associer aux gens et m'accuser des choses dont je n'ai aucune connaissance. Peut-être parce qu'on m'a vu en photo. Oui, on t'a vu en photo avec tel.
Mais c'est en photo. Oui, mais justement, Francis Ngannou, pardon d'insister sur cette question-là, c'est que en discutant avec les gens, on a l'impression qu'il y a plusieurs Francis Ngannou. C'est-à-dire, il y a le premier Francis Ngannou que les Camerounais ont adoré. Il remporte un combat à l'échelle internationale. Tout le monde entier est en totale pamoison devant lui. Les plus grands du monde se bousculent pour s'afficher avec lui. Il retourne au pays, il va à Batié. Il est dans la cuisine traditionnelle avec sa mère. Il joue aux cartes avec ses copains du quartier. Il mange beignets haricots bouillis. Ça, c'est le Francis Ngannou que les gens ont adoré, proche du peuple et tout. Okay. Et sans transition, on voit un autre Francis Ngannou qui est très heureux de s'afficher aux côtés des puissants. Qui ne font pas partie du peuple? Oui, mais on a l'impression que vous, désormais, vous êtes plus à l'aise avec les buveurs de Petrus et de Dom Pérignon plutôt qu'avec ceux avec qui vous mangez les beignets haricots bouillis. Plus à l'aise, ça c'est relatif. Oui. Je pense que déjà, tous ceux-là sont des Camerounais. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans mon environnement, j'ai aussi le droit de me faire des amis. Et aussi peut-être des amis où on peut se comprendre, tu vois, sans toutefois juger si c'est le Dom Pérignon. Avant, je ne buvais pas le Dom Pérignon. Je crache sur le Dom Pérignon parce que je bois le Dom Pérignon. Non, je ne crache pas sur ça. Grâce à Dieu. Oui. Ouais, c'est une façon de parler. Oui, c'est une façon de parler. Vous parlez je comprends. De la nature de vos fréquentations désormais, oui. L'homme est appelé à changer. L'homme est appelé à évoluer. L'évolution demande le changement. Tu ne peux pas évoluer si tu n'acceptes pas de changer, si tu n'acceptes pas de changer l'environnement. Oui, je m'assois au Carrefour pour manger le beignet haricot, mais en même temps, je suis très content aussi de m'asseoir dans des restaurants étoilés pour manger un dîner, pour dîner, tu vois. Donc, c'est pas un problème en soi. Oui. Voilà. J'ai mérité, je me suis battu et je pense que même ceux qui n'ont pas accès aimeraient avoir accès. Oui. Et c'est tout ce que je leur souhaite, qu'ils aient accès à ce niveau. Mais je ne vais pas m'excuser pour ça. Alors, je pose ma question autrement. Est-ce que Francis Ngannou a changé? Ah oui, c'est important de changer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on espère à un changement, à une évolution, il faut accepter de changer. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je faisais hier. Et ce que je vais faire demain, c'est peut-être pas ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ça dans l'évolution de l'homme. Maintenant, quand tu dis changer, c'est un peu très ambigu. Oui. Il faut que tu précises. Oui. Alors justement, parce qu'on vous a vu, par exemple, pardon de faire une fixette sur les questions de photos, mais je relais un peu le ressenti d'un certain nombre de Camerounais avec lesquels je discute, que je lis très régulièrement. Quand on vous voit, par exemple, avec Franck Biya, les gens, ils se disent, mais il a traversé. Il a fait quoi? Il est accusé de quoi, Franck Biya? Mais c'est le fils de Paul Biya. Il est accusé de quoi? Est-ce que être le fils de quelqu'un est une faute? Il est accusé de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On a l'impression que... Alors, alors voilà. Supposons, est-ce que à l'époque, quand vous étiez dans votre Batié natal, si vous n'étiez pas devenu le Francis Ngannou célèbre et puissant aujourd'hui que vous êtes devenu, est-ce que Franck Biya vous aurait invité à dîner chez lui, par exemple? Non. Alors, je te retourne la même question. Oui. Si je n'avais pas été le Francis Ngannou que je suis aujourd'hui, est-ce que tu serais ainsi là en train de m'interviewer? Non. Voilà. Les choses changent. Oui. C'est ça le changement. Je ne sais pas. Après, peut-être il est accusé de quelque chose que j'ignore. Et pour ça, je m'en excuserai. Mais... Il n'y a pas que lui, hein, et plein d'autres ministres, de personnalités et tout ça. OK. Est-ce que m'afficher avec quelqu'un ou être en photo ou être quelque part avec quelqu'un m'engage personnellement à quelque chose ou peut-être à ses convictions. Oui. Chacun a ses convictions. Et là, on est assis, honnêtement, je ne sais pas quelles sont tes convictions. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas dans leur attitude à venir vers vous une forme de prosélytisme, une façon de recruter quelqu'un pour les amener recruter dans quoi? Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux. Je suis petit. Oui. Je connais mon carreau. Même si on se retrouve quelque part, je sais là où je vais rentrer et dormir. Voilà. Je sais là où je viens. Je suis petit. Je n'ai pas les codes. Il y a personne. Je ne suis les traces de personne dans ce milieu. Tu vois, il y a personne dans ma famille qui est dans... Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Et je n'ai pas le temps pour consacrer à ça.
j'ai pas le temps pour consacrer à ça parce que j'ai dit ça parce que c'est quelque chose que s'il faut le faire, il faut 200% d'attention. C'est pas des trucs où on fait à temps partiel parce que c'est un monde où qui vit de coups bas. Tu vois, de poignards dans le dos. Oui. C'est la vérité, la politique, c'est comme ça partout dans le monde. Oui. En clair, vos fréquentations, appelons-les comme ça, vos nouvelles fréquentations, n'ont rien changé. Pas mes nouvelles fréquentations, parce que quand tu dis mes nouvelles fréquentations, c'est comme si j'ai changé de fréquentation. J'ai rencontré des gens au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes à Dubaï. On a rencontré des gens j'ai rencontré des gens peut-être depuis une semaine, depuis un mois. Mes nouvelles fréquentations. Pas. Donc, vos fréquentations ne changent pas fondamentalement vos convictions. Non. En quoi? Parce que est-ce que le fait que je fréquente cela m'empêche d'appartenir à là où j'appartiens ou de rentrer chez moi le soir? Beaucoup estiment que c'est peut-être ces fréquentations-là qui bloquent peut-être votre réaction, vos prises de position et tout ça. C'est ça le problème. Estimer. Estimer. Donc c'est un mauvais procès d'intention. Voilà. On va toujours donner des intentions, prêter des intentions. Moi, j'ai toujours dit, et je le réitère aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, je t'ai entendu dire en intro que on n'a pas pris le courage. Moi, je dis toujours ce que je pense. Voilà. Et je sais bien défendre mes idées et ma position. Tu vois? Donc, je n'ai pas besoin des gens à estimer ce que je pense. Je peux le dire. Quand je le dis, je le dis. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, on va évoquer un événement dramatique. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Mai 2025, vous êtes victime d'un accident. C'était avril. Avril 2025, vous êtes impliqué dans un accident. Une jeune fille décède après. Vous l'avez renversée en moto. Elle est décédée à l'hôpital un peu plus tard. Avec un peu de recul, aujourd'hui, j'imagine que la blessure, elle reste grande pour vous et pour sa famille, bien sûr. Mais avec le recul aujourd'hui, que s'était-il passé, en fait? C'était une journée comme les autres. Après, le soir, je ne sais pas, j'ai laissé mon chauffeur, je suis descendu au sous-sol, j'ai pris la moto et je n'avais même pas au fait, j'avais une destination, j'allais à un deuil. Après, j'ai décidé de faire un tour à l'Omnisport. Et juste après la Texaco Omnisport, je ralentis parce qu'il y avait une voiture qui entrait à Soneco là. Le soir, on est autour de 19h30. Et on est sur, je crois que c'est le boulevard Amadou Ahidjo. Voilà, une route de 3 sens. Et là, je vois quelqu'un qui descend du trottoir parce qu'il y a une marche entre le trottoir et la chaussée. Et elle descend et elle marche vite. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais l'ayant vue, j'avais encore la distance pour une distance pour manœuvrer. J'ai changé de voie. Malheureusement, à mi-chemin, elle s'est arrêtée. Elle m'a vu. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ce regard de haut. Ouais, et c'est là où elle m'a vu. Et là, quand elle m'a vu, je pense qu'elle a frisé, elle s'est arrêtée, en fait. Et elle a été horrifiée et puis elle s'est statifiée un peu. Voilà. Et comme j'étais déjà presque, je l'avais quasiment esquivé un seul pas, on ne se serait jamais rencontrés. Et cet arrêt-là, je l'ai frappé avec le côté gauche de la moto. Et sur le coup, j'avais aussi peur des voitures qui pouvaient venir de derrière parce que déjà, j'ai changé de voie et tout. Tout ça en une fraction de seconde. Et heureusement, je ne suis pas tombé et je gare la moto. Je me dis, je m'avance à la brigade pour signaler l'accident ou je fais quoi, mais je regarde, elle était au sol. Et je me suis dit, bon,
En fait, dans un accident, les premières minutes sont très importantes. On ne sait pas, elle peut être tombée avec sa tête, tout ça, et il n'y a pas de petit accident. Oui. Et du coup, j'ai garé, je suis arrivé sur place, et elle était au sol. Et déjà, je constate qu'elle avait une fracture du tibia, et inconsciente. Donc, j'ai demandé qu'on stoppe un taxi. Bon, puisque j'étais habillé, j'avais le casque, veste, tout. Personne ne me remarquait. Et les gens ne réagissaient pas beaucoup. Les gens venaient juste. Alors, je me suis levé, je me suis mis devant un taxi, j'ai arrêté, j'ai dit, situation d'urgence, pardon, évacué. Ouais. Le taximan il était très gentil, il a déchargé ses passagers. Et, on a porté la fille, on l'a mis dans le taxi. L'hôpital le plus proche, ce que j'ai en tête, L'hôpital général. Oui. Direction hôpital général. Et en cours de route, elle se réveille. Tu vois, le temps qu'on arrive même à l'hôpital, elle était déjà consciente, elle hurlait de douleur. Et pour moi, c'était bon signe au fait. Oui. Et je suis plutôt content. Mais on l'a retirée du taxi, on l'a mis dans la civière et on l'a amenée aux urgences. Et j'étais un peu, voilà, sur le choc. Oui. Je disais, mais il faut faire ça, faire un scanner corporel pour vérifier si elle a l'hémorragie interne. Et surtout, ce que j'ai précisé, Oui. répété à plusieurs fois, l'IRM du cerveau pour vérifier une éventuelle commotion cérébrale. Et on m'a rassuré que tout allait bien. Je suis resté aux urgences pendant, 2 heures par là, au point où on m'a littéralement chassé de là, tu vois, mais me rassurant que tout allait bien, voilà. Et je suis rentré, après je suis allé au restaurant, même avec des amis, et quand on parlait de ça, il y a l'autre qui, j'ai commandé un thé, il y a un ami qui m'a dit, mais tu peux commander un champagne, frère. Tu viens d'échapper belle. Je me dis, ah oui, tu as raison. Je n'ai pas commandé le champagne, mais j'aurais pu, tu vois. C'est-à-dire que vous étiez plutôt rassuré quant à l'état de santé de la fille, oui. D'ailleurs, à partir de cet instant, ce qu'on fait, on a commencé à chercher sa famille, elle vient d'où, tout ça. Et le deuxième point, comment est-ce que on va lui faciliter la vie? Parce qu'elle a une fracture du tibia, donc il doit avoir une opération et une rééducation. Donc ça fait 9 à 12 mois de rééducation. Oui. Où est-ce qu'elle vit? Comment le chez elle? Est-ce que le chez elle est accessible? Comment elle va s'adapter? On était parti plutôt dans la logique de voir comment faire pour la faciliter la vie pendant les 12 prochains mois, tu vois. J'avais même appelé le kiné qui m'avait suivi, qui me suivait quand j'arrivais au Cameroun pendant mon opération après mon opération de genou. On n'était plus au niveau de personne s'inquiétait et tous les jours on me donnait le rapport de temps et tout allait bien. Jusqu'à là on était jeudi soir. Jusqu'à dimanche dans la nuit du lundi, il était peut-être 1h, on m'appelle, me dit, elle est décédée. Il me dit, mais comment ça, elle est décédée? On décède comment? Ça fait à peu près 3 jours. Elle décède sans... Qu'est-ce qui... Elle est décédée. Comment décédée? C'est-à-dire que le décès de la jeune fille Manuela, vous avez dit, Manuela, vous a surpris? Oui, très. Au fait, je pense que ça a surpris tout le monde, tous ceux qui ont vécu la scène, surtout à l'hôpital, les 2 jours qui ont suivi. Mais il en ressort que depuis son opération, voilà. Elle est restée... Parce que néanmoins, le dimanche matin, on m'a dit elle ne s'est pas encore réveillée. Ce qui commençait à inquiéter. Elle ne s'est pas encore réveillée après son opération. Après son opération, voilà. Alors, à l'époque, vous n'avez pas été épargné, et vous l'évoquiez tout à l'heure. Cet accident a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qui a été dit au lendemain de cet accident et du décès de la jeune Manuela? Déjà,
j'ai trouvé que personne n'a pris la peine de comprendre ce qui s'est passé, déjà. Ouais. Parce que c'était un accident. Quelles étaient les responsabilités? Quelle était ma responsabilité dans cet accident? Personne ne s'est donné la peine de savoir ce qui s'est passé. Ouais. On a, même pour contacter même pour s'approcher de la famille ou, je ne sais pas, de la police qui a fait l'enquête, parce que plus tard, on a saisi le procureur, pour ouvrir une enquête. Même pour se rapprocher vers l'hôpital, non, on n'avait rien à foutre. On aurait dit que j'ai porté la moto et j'ai cherché la fille là dans la ville. Elle est où? Et je l'ai cognée, que je vais te cogner. Je dis, mais c'est pas ce qui s'est passé, c'est un accident. Je ne sais pas si vous comprenez la notion de l'accident. Tu vois, c'est pas... Et moi, c'était... Honnêtement, au vu de la réaction de ça, j'étais déçu. Ouais. J'étais déçu. Je comprends qu'on compatit à la victime, à la famille, mais la façon dont ça a été, Ouais. j'étais pas... Et c'est à partir de ce moment... Et pourtant, la famille elle-même... Oui, justement, je voulais vous demander, c'est quoi vos rapports aujourd'hui avec la famille de Manuela? Non, au fait, je pense que la famille a été très proche de la situation. La famille est arrivée à l'hôpital ce soir. Ils ont vu, elle a vu, au fait. Et je pense que c'était... Et la nouvelle est sortie même, la nouvelle est sortie, a été rendue publique, je crois, c'était 9 jours après l'accident. Oui. Parce que même quand elle décède, la famille dit, on veut le temps pour s'occuper ou qu'on a des rituels, des trucs. Oui. C'est-à-dire la famille voulait son temps de deuil. La famille Quand on dit justice, ça veut dire qu'il y a eu injustice. Oui. Je me dis, j'essaie de comprendre, mais ça ne donnait pas. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup perturbé. Et c'était un mauvais moment. C'était le mois d'avril. Et ce mois d'avril, exactement le même mois d'avril où j'ai perdu mon fils, ça remontait des souvenirs et tout ça. C'était très, très difficile. Le premier jour où j'ai trouvé le sommeil, je ne sais pas, j'ai rencontré la famille dans l'ensemble. Ils étaient très posés et très compréhensifs. Il y a, je crois, c'était son grand frère. Et il m'a dit, d'ailleurs, que nous-mêmes, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai taquiné ma mère. J'ai dit, tu vois comment ta fille est traitée comme une princesse. Ouais. Regarde. C'est-à-dire que sa prise en charge médicale était vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Et ils ont dit ça, et ils ont dit, bon, elle est morte, on l'a perdue à jamais, il n'y a rien à faire. Mais quand même, on te remercie pour l'effort, pour tout ce que... Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. C'est le premier jour où j'ai dormi. Je suis rentré ce jour-là. Oui. Tu vois, au fond de moi... Alors, et c'est cet épisode et la réaction d'un certain nombre de Camerounais qui vous a donné le sentiment d'être aujourd'hui rejeté ou accablé par les vôtres, c'est ça? D'un autre côté, j'étais plutôt, même si j'avais ce sentiment, j'étais quand même plutôt très rassuré de par la nature de ce que j'ai avec la famille, parce que ça ne ressemblait en rien ce qui était dit dehors, tu vois. Et d'ailleurs, je me rappelle que même son frère était allé sur les réseaux et dit pardon, laissez ma soeur, tout, laissez-la reposer en paix. Ce n'était rien, mais les gens, ils avaient pris ça. C'était devenu une affaire politique. Ça partait dans tous les sens. Je me dis, comment est-ce qu'on est arrivé là, et je ne comprenais pas. Et pour ajouter à ça, il y a eu l'événement dont tu as évoqué tout à l'heure, le youtubeur Jake Paul, qui a parlé de la situation du Cameroun parce que j'ai posté le drapeau. D'ailleurs, je tiens à remarquer qu'il n'est au courant de l'existence du Cameroun que pas moi. Au jour d'aujourd'hui, tu lui montres la carte du monde, il ne peut pas te situer où se trouve le Cameroun. Mais j'ai vu les Camerounais dire, comme si Jake Paul, il s'inquiétait beaucoup du Cameroun et que voilà, c'était le sauveur. Et je me dis, donc, c'est à ça où je suis
C'est à ça, c'est là C'est-à-dire où on que est aujourd'hui. les Camerounais vous jugent à partir de propos de Jack Paul. Ouais. C'est là où on est aujourd'hui, au fait. Et bon, honnêtement, j'ai trouvé ça triste. J'ai dit, vous croyez qu'il a quelque chose à foutre du Cameroun? D'ailleurs, même demander lui ce qui se passe au Cameroun, il ne peut pas expliquer. La seule chose qui fait qu'il sache qu'il y a un truc au Cameroun, c'est parce que j'ai posté un drapeau. Ouais. Encore une fois de plus, à travers moi. Mais pour les Camerounais, oh, c'est Jack Paul maintenant le sauveur. Et je pense que c'est aussi un problème que nous, Camerounais, on a l'impression que notre secours viendra de l'extérieur. On a besoin de compassion, plus besoin de la reconnaissance compassion des autres que de solutions. Et je pense que c'est même ça qui provoque tous ces sentiments de oui, il n'a pas parlé. Mais j'aurais aimé que dans certains cas, on dit qu'il n'a pas agi, que de dire il n'a pas parlé. Parce que, bon, malheureusement, ça ne résout pas les problèmes. Vous croyez que le monde entier n'est pas au courant? Je vois des gens aujourd'hui attendre, espérer que l'Union européenne va nous sauver, la France va nous sauver. Hey, ils sont au courant. Déjà, la plupart de ces problèmes, ils sont à l'origine. Oui. C'est un conflit d'intérêts. Il faudrait que vous compreniez que vous n'êtes que des dommages collatéraux pour des intérêts personnels et que, voilà, tant que chacun a ses intérêts rassurés, le reste, on ferme les yeux. Voilà, Francis Nganou, nous allons bientôt sortir de cette émission. Le temps passe vite. On a tellement parlé de politique, de questions de société, qu'on a même oublié que vous êtes d'abord... et c'est ça, votre essence, c'est ça qui fait votre personnalité. Vous êtes un sportif, un grand champion, dont le Cameroun... merci Jean-Bruno de te rappeler finalement que je suis sportif. Oui, oui. Parce et dont le Cameroun est très Parce qu'aujourd'hui, on oublie que je suis sportif. Alors, je pense que vous faites partie de l'orgueil du Cameroun, comme beaucoup d'autres sportifs. Hein. Samuel Eto'o, Roger Mila, des artistes, Richard Bona et j'en oublie. Alors, pour revenir au sport, le 5 septembre, vous avez eu 39 ans, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et vous êtes jeune. Officiellement. Mais pas tout à fait pour un sportif de haut niveau qui, en plus, est dans un combat aussi violent que le vôtre. Est-ce que Francis Nganou a l'intention de monter encore sur le ring? Oui, bien sûr. Ah oui? Ah oui. D'ailleurs, juste pour information, ces derniers temps, je pense que depuis le mois de mai, je me suis replié dans les entraînements. Et bon, bien que je n'ai toujours rien en vue, mais je suis plutôt pas mal en forme pour quelqu'un qui n'a pas combattu depuis 13 mois. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un comme vous qui a remporté des combats quand même extraordinaires, qui a pratiquement réalisé le rêve de tout sportif dans votre combat? Vous êtes un grand champion de MMA. Qu'est-ce qui peut vous motiver à vouloir encore descendre, monter sur le ring? Je ne me suis pas engagé pour m'arrêter dans des grands combats que j'ai faits. Oui. Tu vois? Je pense que, comme tout le monde et dans chaque secteur d'activité, il est aussi important de mouiller le maillot, comme on dit, d'être sûr d'avoir tout laissé sur le terrain. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai tout laissé sur le terrain? Non, je pense que j'en ai encore. Voilà. Et j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, de donner tout avant de partir. Parce que, comme tu l'as dit, je ne suis pas très jeune pour un sport aussi violent. Oui. Donc, bientôt, j'aurai 40 ans. Je peux prendre ma retraite à, je ne sais pas, entre 40 et 42 ans. Si Dieu me fait grâce, je vais encore vivre et que je vais vivre jusqu'à 85 ans. Ça veut dire, j'ai à peine vécu, je serai à peine à la moitié de moi. Oui. Voilà. Donc, si je me presse maintenant pour m'arrêter, c'est pour aller où après? Oui. Alors, justement, quand on vous écoute, on a le sentiment que votre motivation, elle est sportive, mais elle peut être aussi financière, non? Parce que vous gagnez beaucoup d'argent dans la boxe. C'est vrai que je ne crache pas sur ce que je gagne, mais elle est aussi sportive. Je pense que c'est quand même important qu'un homme ait une raison de se lever chaque matin. Voilà. Vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez, mais si vous n'avez pas de raison de vous lever le matin, crois-moi, ça perd son charme, ça perd son goût. Au fait, du moins, de mon point de vue, c'est comme ça.
J'ai envie d'une motivation, quelque chose qui me... je vais le faire parce que je sais que quand je vais arrêter, je vais regretter. Mais au moins, ça, en ce moment, je vais me dire, bah, au moins, j'aurais tout donné, j'aurais tout laissé dans la cage ou sur le ring. Là, je n'ai rien à me reprocher. Mais si jamais je suis sorti un peu tôt, je vais regretter. Alors, le métier que vous faites, vous l'avez dit tout à l'heure, est quand même assez particulier, celui de sportif de haut niveau. C'est que à 40 ans, au Grand Maxi, on a déjà pris sa retraite. C'est très tôt, d'où la nécessité de préparer déjà ces vieux jours. On commence à préparer ces vieux jours très, très tard. Vous êtes prêt, hein? Disons que je prends quelques dispositions. Oui. J'ai quand même eu une éducation de la vie qui m'a appris que quand on te donne à manger, quand tu as mangé pour maintenant et que tu sais pas c'est quand le prochain repas, il faut penser manger un peu, garde le reste. Parce que oui. sinon, quand ton frère va manger, ça pas plus tard, tu vas regarder, tu aurais faim, mais il n'y aurait plus rien. Donc, j'ai appris un peu. Bon. Je peux ne pas bien faire, mais j'essaie. Oui. Alors, quand je préparais, pour ne rien vous cacher, quand je préparais cette émission, j'ai passé quelques coups de fil avec des personnes qui me connaissent et qui connaissent un peu le milieu du sport pour leur dire que je devais interviewer Francis Ngannou. Et sur le plan économique, on m'a dit qu'ici à Dubaï, vous êtes lancé dans pas mal d'affaires, c'est vrai? Oui, j'essaie, tant bien que mal. J'ai toujours aimé les affaires. J'aime un peu, voilà, comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Je suis curieux. Et dans cette curiosité, ça marche, ça promet. C'est quoi le business de vos rêves? Le business de mes rêves? Business de mes rêves. Je sais que je suis plus... je suis très passionné par le fait de construire, de monter une entreprise, faire des structures, mener quelque chose à bout, voilà, réaliser un projet, voilà. Donc c'est plus dans ce sens. Après, une fois hors du sport, ça restait un peu vague. Ouais. Alors, parlant justement de projet, vous êtes lancé dans la transmission pour passer un peu le relais à d'autres personnes. Vous recherchez des talents. C'est le sens du projet de MMA que vous avez lancé au Cameroun. C'est un peu ça. Oui, c'est depuis 2018 que j'avais lancé la fondation Francis Ngannou où on développe aussi des talents, où on donne aussi l'opportunité à certains jeunes qui sont intéressés de pratiquer ce même sport. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il était important aussi qu'ils mettent en pratique ce qu'ils apprenaient. Donc, on a commencé à mettre un peu en place des événements de façon bénévole, juste pour les donner un peu la main. Et aujourd'hui, on arrive à faire des transitions avec le PFL Africa, à ce que des combattants puissent rêver maintenant d'une grande scène comme le PFL Africa. D'ailleurs, on a je crois, c'est 2 combattants ou 3 de la fondation Francis Ngannou qui est aujourd'hui au PFL Africa. Quelle est l'image que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous dans l'histoire? L'image que je souhaiterais qu'on retienne de moi, bon, c'est mon image, l'image du petit gars à partir de son village qui se débrouille, comme on dit, qui se démerde, qui allait dehors se démerder. Dernière question, Francis Ngannou, nous allons finir cet entretien par là où on l'a commencé. Quel est le message que vous souhaiteriez adresser aux Camerounais, principalement à la jeunesse camerounaise qui vous regarde à travers cette émission? Ah oui, j'aime cette question, même si je n'ai pas la réponse exacte. Je pense que, en fait, je dirais, moi, aux jeunes Camerounais d'aujourd'hui, que tout est encore possible, que, voilà, malgré le climat instable dans lequel nous sommes aujourd'hui, que c'est quand même important de garder espoir. C'est quand même
important de faire un travail sur soi, parce que comme je disais tout à l'heure, le changement qu'on veut, il faudrait que nous tous, on puisse refléter ce qu'on veut. Ouais. Tu vois, qu'on puisse se regarder dans le miroir et dire, OK, voici le changement que je veux, voici l'image du lendemain que je veux. Il est important de mettre la main à la pâte pour la reconstruction du Cameroun. Francis Nganou, merci.